toutes et tous. Donc, mon nom est Nicolas Neyzen, je suis en charge du HEC Digital Lab à HEC Liège, à l'Université de Liège. Et donc, c'est un nouveau cycle de table ronde que nous entamons cette année académique-ci, avec un thème, celui de la cybersécurité. Et donc, pour en parler, nous avons autour de la table 4 personnes qui vont débattre autour de ce sujet. Tout d'abord, Laurent Debras, bonjour. Bonjour. Laurent est directeur adjoint du CJ, le service d'informatique de l'Université de Liège. Nous avons aussi Stéphane, directeur IT à l'Agence du numérique et expert des questions de cybersécurité. Bonjour. Alexandre Van de Put, qui est consultant et ICT Risk Practice Lead pour le compte de la société Capco. Bienvenue. Et enfin, Benoît Donnet, professeur à l'ULiège en faculté des sciences appliquées et spécialisé en cybersécurité. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors tout d'abord, pour replacer peut-être un peu les choses dans leur contexte et peut-être avoir quelques définitions, je vais me tourner d'abord vers vous Benoît. Cybersécurité, c'est un terme extrêmement large, on est d'accord, on entend parler de phishing, de ransomware, d'attaques en déni de service. Doit-on faire la différence avec la sécurité des données? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, est-ce qu'il y a un consensus, je dirais, sur ce que représente réellement la cybersécurité aujourd'hui? Question simple, réponse compliquée. Je pense que je vais garder le micro pendant 1 heure. Là. C'est bon, voilà, c'est bon. Parce qu'il y a autant de définitions et de concepts qu'il y aura de personnes pour en parler. De mon point de vue, la notion de cybersécurité, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un peu un objet marketing qui sert de définir de manière floue un ensemble de concepts. Je pense qu'au final, la sécurité informatique, c'est quoi? Pour moi, c'est relatif à la protection, donc c'est comme une assurance finalement, des données au sens extrêmement large. Ça peut être des données financières, ça peut être des adresses e-mail, ça peut être des contrats qui sont stockés quelque part, ça peut être des résultats d'expérience, voilà, des données, tout en assurant finalement la continuité du business au sens large, même en cas d'attaque. L'idée, c'est que la sécurité, c'est un outil qui est là pour permettre à l'entreprise, au sens très large, une entreprise à vocation commerciale, une entreprise publique, une université, votre ordinateur, peu importe, de fonctionner, même en cas d'attaque, tout en assurant la protection, l'intégrité, la confidentialité des données qui sont stockées, qui sont gérées, qui sont manipulées. Donc c'est ça l'objectif, c'est de s'assurer que le business, que l'histoire continue, même en cas d'attaque. Et les attaques, il y en a de toute façon. C'est ça l'idée. Je peux me permettre. Oui. Une définition un peu différente, pas si je peux me permettre. Hein. C'est un peu ça le but, je pense. C'est le but. C'est ça le but. Donc, effectivement, pour la cybersécurité, c'est effectivement la partie qui touche les mesures qui sont prises pour justement limiter les risques. Ça, c'est la cybersécurité pour moi. Et pour moi, la cyber-résilience, c'est justement le fait de pouvoir continuer les activités lorsqu'on est attaqué. Moi, je fais une distinction entre les deux. Mais bon, c'est sémantique. Et je pense que la résilience est capitale. Ouais. Laurent, l'université, si je ne me trompe pas, a été la cible à l'été dernier d'attaques d'envergure qui a duré, je pense, 48 heures, si mes souvenirs sont... 37, je pense. Mais... Voilà, un peu moins. Et l'université a plutôt bien résisté. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots de quel type on parlait et comment justement ça a été vécu? Et parce que je pense que ça a été finalement... vous n'avez pas été... Enfin, les hackers en question n'ont pas réussi leur coup, si je puis dire. Alors, c'était ce qu'on appelle un deny of service. Donc, peut-être expliquer la définition. Voilà, deny of service. Du deny of service. Donc, moi, j'aime bien d'illustrer ça en disant c'est comme si vous rentrez dans une brasserie et vous demandez d'un coup 200 boules frites, ça va foutre la pagaille en cuisine. Un deny of service, c'est ça, c'est attaquer un système informatique sur base de quelque chose qui est a priori légal. Et lui demander un nombre de fois extrêmement important d'y répondre. Et donc, c'était un deny of service qui attaquait nos systèmes DNS. Le DNS, c'est ce qui permet de résoudre les noms en adresse IP.
qui étaient distribués, donc un double D, DOS. Et on y a bien réagi dans le sens où ça a été identifié premièrement très rapidement, en quelques premières minutes. Et puis, la première chose qu'on a faite, ça a été de couper, entre guillemets, l'accès à Internet. Donc, on a fermé l'université virtuellement. La partie Internet de l'université a été coupée pendant un certain temps. Et puis, on a pu, nous, identifier l'origine de ce deny of service. Et donc, on a réouvert au fur et à mesure les accès à partir des connexions belges d'abord, et puis Benelux, et puis on a ouvert un peu plus, et là, on a vu que l'attaque continuait. Et on a attendu que ça passe pour réouvrir plus largement. C'est une attaque qui est normalement non destructive, dans le sens où elle sature un système, et pendant que le système est saturé, il ne répond plus aux requêtes, et donc il ne fonctionne plus pour l'ensemble de l'université. Mais dès que l'attaque s'arrête, le système n'est pas lui-même détruit, les données ne sont pas corrompues, il n'y a pas vraiment de mot de passe attaqué, des choses comme ça. Et donc, il est possible d'identifier d'où vient l'attaque, quels sont les groupes criminels. Il est possible de les identifier. Est-ce qu'ils peuvent être inquiétés ou est-ce que systématiquement, c'est beaucoup trop complexe et est-ce qu'ils agissent dans une relative impunité? Ils agissent très clairement dans l'impunité. Il y avait plusieurs milliers d'adresses IP dans le monde qui attaquaient simultanément. Donc, c'est forcément un rootkit ou un robot qui a été lancé et l'origine est totalement inconnue. L'origine, celui qui l'a lancé, honnêtement, nous n'avons même pas réellement cherché à l'identifier. Ce sont des choses qui, malheureusement, arrivent et sont perdues dans l'Internet, je pense. Très bien. On est au niveau de l'université et de ce qui est mis en place concrètement, mais Stéphane, vous présentez ici l'Agence du numérique, donc forcément ici en lien avec la stratégie Digital Wallonia, comme sur le roll-up, c'est indiqué là. La cybersécurité, si on peut utiliser encore ce terme, fait partie évidemment ou est partie intégrante de la stratégie au niveau de la région wallonne, je suppose. Est-ce qu'on peut dire si on est plutôt sur de l'ordre de la sensibilisation, si on est sur la prescription, on a parlé de résilience, quel est finalement un peu le rôle que se donne la région wallonne pour être actif, faire quelque chose en matière de cybersécurité? Peut-être sur le point sémantique, on essaie de résumer ça en disant la cyber, comme ça englobe un peu plus. Mais c'est vrai que la résilience, évidemment, est un point important. Mais nos efforts aujourd'hui, et les chiffres que j'ai ici le démontrent encore, c'est que la sensibilisation n'est pas encore suffisante. Je veux dire, ça progresse, évidemment, dans l'opinion publique. Tout le monde commence à connaître les problématiques cyber, à s'y intéresser, au niveau des entreprises, à investir, mais encore trop peu. Que fait la région, donc? Elle sensibilise, elle forme, parce que vous le savez tous aussi, il y a la pénurie au niveau des métiers de l'IT et singulièrement dans la cyber. Donc, on a différents programmes de formation qui vont démarrer également. Et par ailleurs, elle aide les entreprises, notamment au travers de programmes comme Chèque Entreprise, à investir dans la cyber, je dirais. Je ne vais pas dire qu'on aide à se protéger, mais on aide à investir dans la cyber. L'idée est que, et je pense que l'exemple qu'on vient d'avoir est assez éclairant, c'est que la cyber, ce n'est pas un paquet qu'on va chercher sur une étagère et qu'il suffit d'installer et puis c'est réglé, on a réglé ce problème de cyber. C'est vraiment, et c'est ça qui en fait une matière si particulière, je pense que ça a été dit aussi, c'est vraiment un élément dont il faut s'approprier. Il faut comprendre les actions qu'on mène et pourquoi il est nécessaire de les mener dans son entreprise, dans son organisation en général. D'où l'importance de la sensibilisation et d'où l'importance de l'accompagnement aussi et de la formation dans cette matière. Très bien. Alors, si on parle accompagnement, justement, alors je vais me tourner vers Alexandre, puisque en tant que consultant pour une société, vous avez des clients qui cherchent effectivement sans doute des solutions. Première question, est-ce qu'on doit faire la distinction entre des PME, les toutes grandes entreprises? On doit sans doute investir. Est-ce que ça coûte forcément très cher? Est-ce qu'il y a moyen de segmenter un petit peu ce public d'entreprises ou d'organisations, pour parler au sens large, qui font appel à des services? Tout à fait. Non, c'est une bonne question. Je pense que c'est relativement catastrophique ce qui se passe pour le moment. Parce que, d'une part, il y a des cas avérés d'attaques quasi tous les jours.
Hein, on parle actuellement surtout de ransomware, beaucoup de malware, et c'est avéré, c'est actuel. Ça touche à la fois les grandes et les petites. Donc en fait, les grandes, c'est un petit peu plus notre marché, je dirais, chez Capcom, enfin, peu importe. Ce sont des sociétés qui disposent de budgets considérables. Et donc elles considèrent ça sous l'angle régulatoire. Elles sont en fait obligées, en fait condamnées de mettre en route des mesures, on appelle ça des frameworks, hein, des frameworks pour limiter les risques cyber. Par contre, on voit de l'autre côté du spectre les plus petites entreprises qui, elles, n'ont évidemment pas ce budget, mais qui sont les premières impactées aussi. Donc, en fait, les grosses boîtes sont touchées, mais aussi les PME. Et donc, on voit qu'il y a un fossé qui se creuse, et les petites PME ne savent pas se défendre, elles ne sont pas du tout formées pour ça. En général, il n'y a pas de CISO, hein, Chief Information Security Officer, il n'y en a pas. C'est un petit peu le patron de la boîte là, qui est en première ligne et qui se demande ce qu'il faut faire lorsqu'il est condamné à ça. J'en parle avec relativement de facilité, parce que mon épouse, qui travaille pour une société, a eu ce problème, et effectivement, ça a causé beaucoup de soucis. Les cas sont nombreux. Alors, la loi essaye de limiter ces risques. La NIS, on va certainement en reparler, Network Information and Security Directive, qui vient de l'Europe, hein, qui impose aux sociétés qui sont en fait des sociétés de nature critique, l'infrastructure critique, comme on dit, qui doivent mettre en route, et c'est une obligation, qui doivent mettre en route des mesures de limitation de leur risque cyber. Mais évidemment, c'est un coût. Et d'autre part, il y a un threshold, c'est les sociétés au-delà de 50 personnes. Donc, toutes les sociétés qui ne sont pas en dessous de 50 personnes ne sont pas en fait obligées, quelque part, donc c'est un mal, un bien, je pense. Donc la loi ne résout pas tout. En même temps, imposer un cadre coercitif extrêmement onéreux pour les petites boîtes, ce n'est pas non plus une bonne solution. Donc, je vais faire la transition en m'adressant à Benoît, parce qu'en préparant cette table ronde, il y avait cette idée que forcément ça a un coût, mais qu'il est possible de s'assurer, puisque c'est pris comme une assurance, le mot a été, vous l'avez donné, contre déjà un certain pourcentage de risque, et que ce sont les derniers pourcentages qui coûtent les plus cher. Et là, il faut faire la balance coût-bénéfice. Est-ce que vous voulez expliquer ça en quelques mots? Effectivement, la sécurité informatique, c'est une assurance. C'est comme l'assurance qu'on prend pour sa bagnole ou sa maison. On peut passer toute sa vie à la payer et finalement ne jamais l'utiliser, c'est tant mieux. Mais il n'y a aucune obligation, en tout cas pour une assurance incendie pour la maison, personne ne viendra vérifier qu'on est en ordre. Sauf si le jour où ça crame, là c'est le problème. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Tant qu'il n'y a pas de problème dans l'entreprise, pourquoi payer jusqu'au jour où on a un problème? C'est un peu... Alors, je rejoins un peu l'idée qu'il y a finalement deux profils d'entreprise. Le spectre est large, mais deux profils. Les grandes entreprises qui ont du budget et les petites entreprises. Ce n'est pas le même budget, mais ce n'est pas non plus la même infrastructure à protéger. Si je prends l'exemple de Fortis, grande entreprise, c'est autre chose que le petit magasin du coin qui vend de temps en temps quelques articles sur Internet. C'est pas la même infrastructure, c'est pas le même. D'un côté, il y a quand même des grosses choses à mettre en place qui, là, elles vont coûter. Et de l'autre, je pense que pour les entreprises à taille plus raisonnable, plus petites entreprises, des infrastructures plus simples, toute une série de bonnes pratiques permettent déjà à la base de réduire fortement les risques à un coût raisonnable. Après, si on veut être plus protégé de ça, c'est comme votre voiture, vous pouvez prendre une RC, vous pouvez prendre une petite Omnium, vous pouvez prendre une Omnium complète. Ce n'est pas le même niveau de protection, ce n'est pas le même coût. C'est la même chose aussi, une PME, une petite entreprise, petite infrastructure, petit accès à Internet. Eh bien, un bon firewall, une bonne politique de mot de passe, bien éduquer les gens, et avec ça, on a déjà à peu près 85-95% des problèmes qui sont évités. Le threshold, le delta qui reste, là, forcément, ça coûtera plus cher, parfois pour pas grand-chose, et il n'est peut-être pas pertinent pour ces entreprises de prendre ce coup-là. Ça dépend de l'entreprise, etc., de ce qu'elle a comme données, de ce qu'elle veut, ce genre de choses. Ça, c'est l'entreprise. Mais je pense qu'effectivement, il faut distinguer le profil et ce qu'on veut faire par rapport à ce profil. Il n'y a pas une solution, ça c'est pour tout le monde et ça coûte 50 millions. Non, c'est en fonction de chacun. Protéger son réseau à la maison, son infrastructure informatique à la maison,
ça peut se faire à un coût qui prise de zéro. Très bien. Laurent, parce que là, Alexandre et Benoît viennent de mentionner des entreprises telles que Fortis, très grandes entreprises, ou des plus petites. Alors, quand on s'attaque à une banque ou à une grande entreprise, on peut encore comprendre les motivations qu'il peut y avoir derrière. Mais pourquoi s'attaquer finalement à une université ou à une autre organisation qui n'a pas un but commercial en soi? Quelles sont les motivations finalement de s'attaquer à l'Université de Liège, mais comme à d'autres ou à des hôpitaux, on y reviendra. Alors, je pense que dans les grandes entreprises, il y a les grandes entreprises avec des budgets et les grandes entreprises avec peu de budget. Et que probablement, les universités et les hôpitaux, en tout cas, si elles peuvent avoir la même taille qu'une grosse entreprise comme une banque, n'ont certainement pas les mêmes budgets. Donc, on sait qu'il y a là potentiellement plus de failles de sécurité. Alors, l'université en soi est rarement a priori ciblé. Je pense on peut discuter des attaques pendant des années. Vous allez avoir des cibles qui peuvent être parfois idéologiques. On va attaquer McDonald's parce que c'est McDonald's. On va essayer de planter le site du Kremlin parce que c'est le site du Kremlin. Donc l'université a quand même, à mon avis, un côté assez neutre au niveau visibilité. Je pense qu'il n'y a pas trop de gens qui idéologiquement sont contre les universités ou contre les hôpitaux. Par contre, dans les hôpitaux, il y a des données, à savoir des dossiers patients, qui valent de l'argent. Ils peuvent valoir beaucoup d'argent, notamment dans le monde des assurances. Parce que vous pouvez quelque part, sur base de dossiers médicaux, prédire beaucoup de choses sur la santé des gens. Mais ce qu'on constate, parce que si on relève les logs de nos firewalls, on est à 6 à 10 attaques par seconde. Donc à plusieurs centaines de milliers par jour. Elles ne ciblent pas l'université, ce sont des robots qui attaquent dans le monde et qui cherchent des failles. Donc on a l'impression que, en ce qui nous concerne, les attaques sont plutôt des attaques opportunistes. C'est, tiens, j'ai trouvé un moyen de rentrer, je vais rentrer et je vais, si je déploie un ransomware, demander une rançon. Et là aussi, peut-être que le fait que les universités soient a priori subventionnées et pas aussi riches que le milieu bancaire, peut décourager. On voit que les ransomware, les montants demandés sont différents. Il y a eu une attaque sur MediaMarkt il y a quelques mois. Je n'ai plus en tête le montant par cœur, mais c'était élevé parce qu'on s'attaque à une entreprise commerciale. Si on s'attaque à un hôpital, comme il y a un hôpital à Paris qui a été attaqué début septembre, la rançon était de 10 millions d'euros, je pense, $10 millions. Là, c'est mobilisation qui fait que cette attaque vaut peut-être ces 10 millions, même si l'hôpital ne les a certainement pas, sachant que l'État va intervenir derrière, quelque part, s'il faut la payer. Voilà un petit peu l'État. Ce qu'on ne sait pas, c'est que si nous avons des attaques, donc les attaques que nous voyons sont celles qui sont, c'est comme une maladie, c'est celles qui ont des symptômes visibles. Si on a une attaque tout à fait spécifique sur un centre de recherche, on a le centre spatial par exemple à Liège. Là, l'idée d'attaquer un réseau comme celui-là ne va pas être de se faire voir, et va justement de rester le plus invisible possible pour espionner des données. Donc ça, on ne peut jamais exclure l'hypothèse qu'aujourd'hui, il y a peut-être un attaquant qui est dans notre réseau dont nous n'avons pas identifié l'origine. Ça peut être une source d'attraction de l'université. Alexandre, je vois acquiescer à cela. Oui, tout à fait. Mais l'insider threat, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Des gens mal intentionnés au sein de votre entreprise. Donc là, c'est vraiment très difficile, évidemment, à lutter contre ce genre de mesures, parce qu'on peut imaginer n'importe quel framework de contrôle, quel qu'il soit. C'est souvent des contrôles qui sont orientés vers l'extérieur. Et donc, lorsqu'on est à l'intérieur, c'est de l'awareness, c'est de la communication, c'est de l'engagement dans le sens
être positif par rapport aux valeurs de son entreprise aussi. Mais quelquefois, dans les grandes entreprises, on peut être amené à engager des personnes qui sont mal intentionnées. C'est difficile à lutter contre ça. On va revenir aux facteurs humains très certainement dans quelques instants. Juste peut-être partager quelques chiffres pour effectivement aussi alimenter un petit peu les réflexions. Selon les chiffres les plus récents que l'on trouve, on considère que 43% des entreprises belges ont déjà subi une cyberattaque et parfois, et ce serait intéressant de rebondir là-dessus, parfois à leur insu. Les ransomware représentent 15% des attaques. Les organisations victimes n'ont pas d'autre choix que de payer les rançons dans 74% des cas. Bon, ce sont des chiffres, ça dépend des études. Et selon Technofuture, en moyenne, une cyberattaque coûte plus de 400 000 € à la PME belge qui en est victime. Je me tourne peut-être vers Stéphane pour voir un peu si au niveau de la Wallonie, est-ce qu'on a justement beaucoup de chiffres comme ça ou des études qui sont réalisées. Est-ce qu'on a une idée sur aussi la capacité au niveau d'une région à être plus ou moins résiliente ou être plus ou moins susceptible d'être victime par rapport à nos voisins, que ce soit rien que déjà au niveau fédéral ou même au niveau européen? Est-ce que c'est des choses qui sont suivies? Est-ce qu'on peut faire quelque chose à ce niveau-là pour... En termes de comparaison, la Wallonie n'est ni mieux, certainement pas, ni moins bien aussi que d'autres régions. Je veux dire, il y a pas, c'est quand même assez global. J'ai d'autres chiffres ici, sans faire de la publicité, mais on publie un baromètre tous les 2 ans sur l'état du digital dans l'entreprise en général. J'ai des chiffres tout frais puisqu'ils ne sont pas encore officiellement sortis. Mais donc on en a la primeur. Voilà, vous avez la primeur, effectivement. Ma collègue, je la remercie d'ailleurs, qui rédige l'enquête, m'a donné, elle avait fini le chapitre sur la cybersécurité, donc ça va bientôt sortir. Ça tombait bien, en effet. Alors, on a un petit biais statistique qui est apparemment créé par le confinement au niveau de certains chiffres. Mais je vais quand même vous prendre les plus relevants pour voir que ça s'améliore, mais c'est quand même timide. On parlait tout à l'heure, je pense, de mise à jour puisque c'est un des éléments évidemment très importants dans un système informatique, c'est de bien garder son système à jour pour qu'il soit bien patché, bien opérationnel. Voilà, les entreprises déclaraient en 2020 que 63% effectuaient des mises à jour régulières, ce qui est quand même assez perturbant comme chiffre. 63, c'est quand même jamais que 2/3. On est passé à 65. Ça progresse, ça reste timide. Au niveau de l'authentification, c'est statu quo. Au niveau des pare-feux, statu quo également. Progression assez intéressante, heureuse, je dirais, de la sauvegarde dans le cloud. C'est une des contre-mesures qui est souvent promue pour faire face à un désastre qui n'est pas forcément lié à une attaque d'ailleurs. Hein. Si on plonge aux inondations, il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont eu des soucis avec des locaux qui étaient en sous-sol et qui ont été bien heureuses d'avoir pensé à des backups externalisés. Au niveau de la sensibilisation, et ça c'est vraiment très encourageant, de leur personnel en matière de sécurité informatique, là on a vraiment un saut important. On passe de 38 à 46%, pardon. Donc ça fait quand même 6% de plus, 8% de plus, pardon. C'est quand même assez intéressant à relever. Un chiffre, moi, qui me préoccupe plus, et c'est là-dessus que nous allons mettre nos efforts, c'est au niveau des audits. Alors c'est vrai que c'est une pratique de grosse organisation. Mais néanmoins, nous, on estime que, en fonction de la nature du business, et c'est vrai que dans le cadre de cette enquête, on s'intéresse aussi aux entreprises du digital. Et donc, en fonction de la nature, on va avoir une dépendance au digital qui est plus ou moins forte. Ceci dit, il me paraît assez évident que la nature des activités commerciales devient de plus en plus digitale. Et donc, il est important que ce type d'entreprise, pensons à des entreprises qui ont des sites e-commerce, par exemple, elles doivent évidemment se pencher là-dessus. Et là, par contre, les chiffres sont un petit peu plus, je dirais, interpellants. Est-ce que vous avez fait un audit de sécurité sur les 2 dernières années? Pour les petites entreprises, nous répondent oui à un taux de 6%. Et pour les entreprises de plus de 10 personnes, on est heureusement à 18%. Donc, on voit qu'il y a manifestement un lien par rapport à la taille de l'entreprise. Et donc, elles nous disent oui à 6% pour il y a moins d'1 an, oui dans les 3 dernières années, 5%, et non jamais, 87% pour les TPE, 64 pour les PME de 10 à 50. Donc ça reste quand même... Ça reste interpellant. Ça reste interpellant. Et c'est pour ça qu'on met nos efforts là-dessus. Les aides que j'ai citées tout à l'heure sont destinées à ce type. Très bien. Merci beaucoup pour ces chiffres-là.
C'est vrai que ça fait peur quand même, Alexandre, surtout quand on parle d'audit, on pourrait croire effectivement que c'est la première étape logique avant de commencer à investir, c'est de se dire quelle est la situation. Donc, Stéphane a parlé d'échecs entreprises cyber pour effectivement aider. J'imagine qu'en tant que consultant, ces chiffres-là démontrent bien le besoin auquel vous devez faire face. J'imagine que c'est un secteur en pleine croissance. Ah oui, oui, tout à fait. Non, ça, il ne faut pas se cacher. C'est évidemment un domaine d'attention de nos clients, de plus en plus criant. Mais je voudrais quand même revenir sur le tissu d'entreprises de petite taille, en fait, parce qu'on peut parler des grosses sociétés, c'est relativement, je pense, plus connu, mais le risque est très grand pour les sociétés de plus petite taille. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le moment, hein, avec le plan de relance et de résilience, notamment. Des subsides sont octroyés à des entreprises comme la nôtre, pour justement donner la possibilité aux PME d'être elles-mêmes éligibles à un accompagnement de type audit, justement. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça permet justement à des entreprises qui n'ont pas les moyens, à travers justement des chèques conseils, ou je ne sais plus comment on l'appelle, enfin, ce sont des chèques, c'est de l'argent, donc c'est vraiment quelque chose de très concret qui permet à ces entreprises justement de se raffermir, je dirais, par rapport à ce risque-là. Ça, c'est extraordinaire. Ce que nous, on voit, c'est effectivement, oui, des besoins d'audit évidents. Bon, on utilise surtout des frameworks, comme on dit, hein, le fameux ISO 27K, hein, qui est le framework utilisé pour tout ce qui est sécurité de l'information, mais qui est en fait transposable pour les grandes et les plus petites boîtes. C'est pour ça que c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Donc, tous ces modèles ISO sont en fait des modèles qui sont fort utiles, sont des véritables standards. Mais évidemment, pour pouvoir implémenter ça, il faut travailler avec des experts. Donc là, évidemment, je suis bien placé pour en parler, mais ce n'est pas quelque chose qui est simple. Donc quand on commence à travailler sur base de ces contrôles, vous connaissez certainement les fameux contrôles annexe A de l'ISO 27K. Donc c'est une série de choses, il faut l'avoir vu, revu, etc., pour pouvoir véritablement en comprendre. Et ainsi pouvoir identifier quels sont les points d'attention, enfin les vulnérabilités, comme on dit, et ensuite quels sont les contrôles les plus adaptés pour l'entreprise. Et chaque fois, c'est différent. Donc pour une grande entreprise, on aura des risques bien spécifiques. Il ne faut jamais oublier le risque humain, on en a parlé ici. Il y a des choses qu'il faut regarder à chaque fois, mais il y a des points de vulnérabilité bien spécifiques qu'on identifie à travers des heatmaps et ainsi de suite. Merci. J'aimerais tourner vers Benoît pour 2 points. À la fois le facteur humain, mais avant ça, le fait de dire que là, on a des chiffres, ce sont des choses qui ont été recensées. Or, il y a beaucoup d'attaques auxquelles les entreprises, à la limite, c'est même indétectable. Est-ce qu'on a une idée? Alors, c'est difficile de mesurer ce qu'on ne connaît pas, mais voilà, comment se fait-il? Est-ce que les hackers sont tellement à la pointe ou tellement en avance qu'il y a des choses qu'ils réussissent à faire sans que personne ne s'en doute? Il y a plusieurs choses, hein. Par rapport aux chiffres, ce sont des chiffres qui sont autoproclamés par les entreprises. On dit rarement, sur tous les toits, qu'on s'est fait avoir. Enfin, on se fait entuber. Je ne connais pas grand monde qui va dire que oui. Au contraire, on a plutôt tendance à enjoliver un peu l'histoire. Je ne dis pas que les chiffres sont mauvais, je dis juste qu'ils sont à relativiser. C'est probablement une vue moyenne de ce qui se passe. Maintenant, par rapport au fait qu'il y a des attaques qui sont un peu en sourdine, le problème de la sécurité, finalement, c'est sur le problème du flic et du voleur. Le flic, il est toujours là un temps en retard. Il ne peut constater que l'effraction a eu lieu. Il ne peut constater que la personne s'est fait flinguer. C'est très difficile pour le flic d'anticiper et d'arriver pile au bon moment. C'est un peu l'idée ici, c'est que d'un côté, on a les méchants très vilains, dont l'objectif, c'est de faire un maximum de choses tout en étant en dessous du radar. Et de clamer ça haut et fort le plus longtemps possible, c'est je suis capable d'attaquer plein de monde sans être détecté. À l'inverse, c'est comme les policiers, ils se mettent à jour, il y a de nouvelles techniques d'investigation, etc. On détecte plus de choses, donc on réduit l'impact de certaines attaques, mais eux ont déjà un temps d'avance, puisqu'ils ont aussi des recherches, etc. etc. Donc, c'est cette dialectique qui finalement est vieille comme le monde, hein. C'est les voleurs contre les flics, c'est toujours cette histoire-là. Donc, il y aura toujours des attaques qui passeront inaperçues,
parce qu'ils ont un temps d'avance, parce que c'est eux qui lancent l'attaque, c'est pas nous. Et donc l'idée, c'est d'essayer de maximiser sa protection en étant à jour dans tous les systèmes, en se mettant à jour, que ce soit les systèmes, mais aussi les connaissances, en faisant des audits réguliers. Hein. Les audits, finalement, c'est comme aller chez son toubib et faire une prise de sang tous les 2 ans pour voir comment ça va. À partir de 50 ans, les dames, il faut faire une mammographie régulière pour détecter le plus tôt possible un problème, pour pouvoir le régler, etc. Ça, c'est le même principe ici. Ce n'est pas parce qu'on est protégé qu'on a fait un audit le jour J que dans 5 ans, et c'est bon, on est tranquille pour toujours. Non. Les choses évoluent, les technologies évoluent, les moyens d'attaque évoluent, donc il faut mettre à jour les systèmes. Il faut faire un audit sur base régulière, pas toutes les semaines évidemment, mais de manière régulière, de façon à faire évoluer l'infrastructure et limiter ce risque de voir des attaques qui passent sous le radar. Après, les attaques qui restent sous le radar très longtemps sont des attaques extrêmement sophistiquées et qui impliquent évidemment des moyens financiers de la part de Très bien, merci. On est à la moitié du temps qui nous est imparti. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions qu'on peut déjà prendre parmi notre public, que ce soit en présentiel ou en distanciel? Bonjour. Monsieur Cornette. Philippe Cornet, Cornette. c'est ça. Bonjour. Allez-y. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt deux petites remarques sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Quand on dit les grandes entreprises ont des gros budgets, les petites entreprises ont des petits budgets. C'est vrai si on regarde les banques et les compagnies d'assurance. J'ai travaillé 20 ans dans le monde financier, donc dans la sécurité. Aujourd'hui, je suis CISO du groupe John Cochrane. Quand on regarde les entreprises industrielles, on n'est pas toujours dans la même situation. Il faut aussi se battre pour avoir les budgets au niveau sécurité et la surface d'attaque est aussi très différente. On a parlé de se protéger au niveau de l'IT. Il ne faut pas oublier que dans les entreprises industrielles, il y a toute la partie, ce qu'on appelle OT, Operational Technology, donc c'est les automates, les PLC, tout ce qui contrôle les chaînes de production. Et là, pour moi, il y a un risque énorme aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. Quand je parle avec des collègues d'autres entreprises, je me rends compte que ce domaine-là est très peu encore vraiment géré, parce que ça fait d'habitude, c'est pas géré par l'IT. Et donc, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est responsable de manière centrale de toute cette partie-là dans les grandes entreprises. Donc, c'était un premier commentaire. Le deuxième commentaire, on a aussi parlé beaucoup de protection. Quand vous avez un budget, il va falloir décider où vous allez investir vos euros. Et vous ne pouvez pas investir tout dans la protection, parce que comme il a été mentionné, il y a des attaques qui sont sous le radar. Il y a ce qu'on appelle les 0D. Hein. Et si vous investissez tout dans la protection, un jour ou l'autre, le hacker, il va quand même pouvoir rentrer chez vous et vous hacker. Et donc, j'insiste surtout sur la partie détection, respawn, recovery. Hein, on a parlé de résilience. Le jour où vous êtes attaqué, si vous n'êtes pas préparé à réagir, là, vous êtes très mal. Voilà, c'était juste les deux commentaires que je voulais faire. Merci pour cette intervention. On a une autre intervention ici en présentiel. Une question, en fait, je reprends un peu l'analogie de la voiture dont on a parlé tout à l'heure. Effectivement, la voiture, on peut avoir une RC pour s'assurer. La RC est obligatoire. Même si, effectivement, en cas concret, si quelqu'un ne la paye pas, il y a des contrôles qui sont plus ou moins faits. Maintenant, évidemment, il y a plusieurs niveaux. Alors, il y a effectivement certaines directives au niveau européen, donc Nice, qui obligent les grandes entreprises à prendre un certain nombre de mesures. Donc voilà, maintenant, quid des petites entreprises? Est-ce qu'il n'y a pas là un cadre légal, peut-être même au niveau régional, hein, autant pousser en avant pour imposer un minimum de protection à l'ensemble des entreprises? Et la deuxième partie de la question est, à partir du moment, toujours sur l'analogie de la voiture, où une voiture a un problème, mais qui n'est pas lié à un accident, mais qui est lié au défaut de fabrication, un système IT est mis en place par quelqu'un, par une société qui fournit un service. Quelle est la responsabilité intrinsèque de la personne qui le met en place? Est-ce qu'il n'y a pas non plus un cadre régulatoire à imposer de dire, à partir du moment où un prestataire met un service en place, il endorse la responsabilité, effectivement, des failles potentielles, et donc à eux de se former aussi pour pouvoir y répondre. Voilà deux questions très clairement posées. Je ne sais pas qui se sent apte à y répondre. Laurent? Peut-être pas entièrement, mais j'ai envie d'émettre un avis sur l'ensemble des questions qui ont été posées. C'est que, pour moi, une des problématiques, c'est qu'on considère que la sécurité n'est une affaire que d'experts. Or,
à certains moments, vous pouvez comparer la sécurité à des questions aussi simples que si vous laissez vos portes ouvertes et vos fenêtres ouvertes, il n'y a pas un voleur qui va rentrer. Et est-ce qu'il faut être un hyper expert en sécurité pour savoir qu'il faut fermer sa porte? Il y a des choses extrêmement simples. Benoît en a parlé, on parle de firewall, on parle de mot de passe et on parle de mise à jour. Les mises à jour ne sont pas faites dans 47% des entreprises, vu qu'il n'y en a que 63, si je compte bien, qui le font. 37, pardon. Pourquoi? Parce que les entreprises n'ont pas le temps, n'ont pas les ressources, parce qu'il faut des informaticiens pour mettre à jour, parce qu'il faut arrêter les systèmes, parce qu'il faut se tenir au courant, etc. Et donc, les mises à jour corrigent les problèmes que les éditeurs découvrent ou qui sont découverts là-dedans. Donc, je pense que la partie légale et juridique de la responsabilité, je pense que globalement, les éditeurs de logiciels, d'applications, de produits sont tenus commercialement, entre guillemets, pour ne pas passer au banc des parias, à faire des systèmes stables, sécurisés, avec des mises à jour régulières. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas installées. Si on regarde les hôpitaux, les entreprises qui se font pirater, ce n'est pas un utilisateur qui a donné son mot de passe. C'est un firewall qui n'était pas à jour et qui permettait une exécution de code et des choses comme ça. Et donc, le travail pour, si ça peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, le travail pour mettre à jour un système, c'était peut-être 2 heures. Mais 2 heures fois 200 tous les mois, ça, c'est le problème des entreprises. Et je trouve que c'est l'approche, c'est une des failles. Aujourd'hui, alors je ne dis pas quand tout le monde aura sécurisé, tout le monde mettra à jour tous ces systèmes, on montera un autre niveau de la sécurité où on aura besoin d'hyper experts. Mais aujourd'hui, vous prenez un système commercial, vous le mettez à jour régulièrement et vous mettez un bon mot de passe et un firewall, il est globalement sécurisé. Et les hackers vont chercher un autre qui ne l'est pas, parce qu'ils vont en trouver d'autres. C'est un élément de réponse. Juste avant de prendre, Benoît, par rapport à la deuxième partie de la question, ou la deuxième question, quelle est au niveau de la responsabilité de celui qui a conçu l'outil? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ou c'est forcément… Pardon, ça c'est une question juriste, je pense. Et fort heureusement, je ne suis pas juriste. Donc pour le coup, je vais botter en touche. J'en ai absolument aucune idée. Contractuellement, ça dépend. On engage une entreprise, des consultants qui viennent installer. Il y a probablement au niveau de la négociation contractuelle des aspects qui sont mis en place. Ou peut-être même un consultant. Bon, par expérience, je vais vous dire, ça n'arrive jamais, en fait, que la responsabilité d'un consultant soit mise en cause. Si c'était possible, Microsoft serait assigné en permanence aux États-Unis. Non, je pense que si le fait de transférer le risque, Clair que c'est. oui, le transfert de risque doit se faire à une police d'assurance, ça, éventuellement. Et à ce moment-là, il y a certains éléments qui sont repris comme des red flags, hein, qui sont identifiés, qui sont d'ailleurs très souvent basés sur les paramètres de l'ISO 27 d'ailleurs. C'est des choses relativement évidentes, hein, qui sont repris par ces polices d'assurance. Le problème pour les assurances, qu'elles sont de plus en plus chères, les prix ont explosé, et effectivement, l'indemnisation n'est pas toujours au rendez-vous, puisque les cas évoluent, et c'est quelque chose qui évolue terriblement, donc il est extrêmement difficile de prévoir les cas qui vont se profiler dans l'avenir, et ces sociétés-là sont très bien conseillées, évidemment, avec des avocats qui… Très bien. Avant de poursuivre, on prend une dernière question, c'est de la part de Yves Wesh, je pense qu'il y a une question. C'est pas vraiment une question, c'est pour poursuivre sur cette analogie avec le monde automobile. En tant qu'informaticien, moi, je vais plutôt mettre la faute sur les utilisateurs, évidemment, puisque c'est toujours de leur faute. Et l'analogie, la voiture existe depuis 1900 et les premiers permis de conduire datent de 1960. Donc, on a une certaine tendance à penser que les utilisateurs vont leur mettre un ordinateur dans les mains et ils vont l'utiliser comme si ils étaient tombés dedans quand ils étaient petits et que ça va être magique et tout. Mais en fait, non, la plupart des utilisateurs utilisent très mal leur ordinateur. Et au cours d'un séminaire, quand je pose la question aux étudiants pour savoir combien de mots de passe différents ils utilisent, il y en a 8 sur 10 qui utilisent un mot de passe. Partout. Hein, mais partout. Donc, et à la limite, ils changent même les mots de passe professionnels pour un qu'ils ont
assez facile à retenir. Il y a des techniques maintenant qu'on essaye de populariser pour remplacer les mots de passe, hein, les authentifications à 2 facteurs ou les mots de passe centralisés, ce genre de choses. Mais c'est juste pour pallier le fait que les gens ne veulent pas retenir un truc aussi simple qu'un mot de passe. Hein, il y a eu une attaque récente sur un hôpital où, pour rentrer, les hackers ont utilisé le mot de passe d'un utilisateur parce qu'il utilisait le même pour son privé que pour son professionnel. Donc, il n'y a rien à faire. Si déjà on veut éviter 3/4 des fuites de données, il faut déjà éduquer les gens, parce que la plupart du temps, les fuites de données, c'est des ordinateurs qui se perdent sans mot de passe ou des tablettes avec des mots de passe enregistrés, qu'il n'y a plus qu'à faire se connecter et on a autorisé les cookies et on rentre dans le système sans plus de vérification. Donc, oui, il y a des fuites, il y a des failles de sécurité, hein, donc ça passe dans le cadre des vices cachés, bien souvent, et il faut attendre qu'elles soient comblées, mais je pense qu'il y a quand même au moins 3/4 des problèmes qui seraient résolus si les gens arrivaient à retenir une dizaine de mots de passe compliqués. En principe, on va le supprimer. Hein. Microsoft, Google et Apple se sont mis d'accord sur un nouveau système pour supprimer les mots de passe. Tant que ça se fait en route. Hein. Alexandre. Oui, parce que je voulais réagir un peu à chaud à ce que vous dites, parce que c'est assez ambivalent ce que vous dites, parce qu'effectivement, le fait de ne pas retenir, on a l'impression que c'est l'employé qui est fautif. En fait, il y a tout un travail d'awareness, donc d'accompagnement, d'explication en fait du risque. Et ça, c'est un des sujets qui est en fait un des plus méconnus, même dans le domaine de la consultance. On constate qu'en fait, de temps en temps, il suffit d'expliquer clairement quels sont les risques. On constate, j'en parlais avec un spécialiste qui possède une société, enfin, patron d'une boîte de cybersécurité, ils ont fait des phishing tests chez eux. Ils ont constaté que 35% des gens se faisaient encore prendre au phishing, alors que ce sont des spécialistes de la cybersécurité. Donc là, il y a un travail énorme à faire. Je reviens à l'analogie avec le permis de conduire. On n'apprend pas aux gens à utiliser un ordinateur. Alors là, je vais quand même faire réagir Laurent, parce qu'en préparant cette table ronde, et sans doute qu'il me voit venir, vous m'avez dit texto, il est important de déculpabiliser les utilisateurs face aux attaques et de davantage responsabiliser les informaticiens. C'est-à-dire que nos informaticiens ne sont pas suffisamment compétents à l'heure actuelle, ou est-ce que c'est trop facile de rejeter la faute sur l'utilisateur? Bien, je pense que si je parle de l'université, il y a 5 000 utilisateurs et 27 000 étudiants, donc 32 000 personnes, avec un cinquième, on va dire plus ou moins, des étudiants qui se renouvellent chaque année. Donc, je ne dis pas que la responsabilisation des utilisateurs et l'éducation des utilisateurs n'est pas quelque chose à faire. Je dis juste qu'avec 30 000 personnes, il est évident qu'il y aura des gens incompétents. Parce que si on est 5, on peut dire, OK, on va les former tous les 5. S'il y a 30 000 personnes, il y aura statistiquement au moins 5 incompétents. Je n'en sais rien, j'invente le chiffre. Et donc, on ne peut pas baser la sécurité sur un système qu'on ne contrôle pas. Or, l'utilisateur et 30 000 personnes, on ne les contrôle pas. Donc, c'est ça que je veux dire. Je trouve qu'il est trop facile de toujours dire on gère aussi le CHU. On a déjà eu un neurochirurgien qui n'y comprenait rien dans les histoires de mots de passe. Mais il est quand même nettement plus fort que moi en neurochirurgie, a priori. Donc, ce n'est pas une question d'intelligence des utilisateurs, loin de là. C'est une question probablement parfois de génération, de beaucoup de choses. Mais c'est nous qui fournissons des systèmes informatiques et c'est à nous de les rendre ergonomiques, de les rendre utilisables facilement et de se protéger de ce qu'un utilisateur ou des conséquences qu'on sait être, qui peuvent arriver dans 3 secondes, quoi. C'est tout. Si un utilisateur se fait voler son mot de passe, est-ce que grâce à ça, un hacker peut pirater l'université de Liège? Si la réponse est oui, il y a un problème. S'il peut aller lire la boîte mail de l'utilisateur, c'est une forme de piratage, mais ce n'est pas un piratage massif. Donc, il faut arriver à ce que les failles qu'on sait être existantes aient un impact minime si elles sont exploitées. Stéphane, tu peux... J'y vais. On va agir tous les deux. Ok, très bien. Mais c'est parce que ça m'évoque un des thèmes qu'on aborde également et qui est une recommandation forte. Quand on conçoit un système informatique, quand on conçoit un processus, souvent on a tendance à le concevoir en dehors de
de la sécurité, je dirais. Et ce que ça évoque ici, c'est un thème qui s'appelle le security by design. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut effectivement pousser très fortement en disant quand vous concevez un système, quand vous concevez une procédure, pensez à la sécurité en gardant un aspect, faire du anglais, de usability maximum. Et donc, pensez qu'effectivement, on n'a pas forcément de l'autre côté des gens qui sont super bien formés par rapport à la cyber. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques qui peuvent être mises en œuvre pour garantir un niveau de sécurité plus important que ce qu'on voit en général. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on doit sensibiliser un maximum de personnes. Benoît, vous souhaitez réagir aussi? Je pense que la vérité se trouve un peu entre monsieur et le CJ. C'est-à-dire que d'un côté, on blâme, je caricature, hein. C'était un exemple. Oui, mais d'un côté, on blâme l'utilisateur, et de l'autre, on dit, ouais, ne blâmons pas trop les utilisateurs, blâmons les informaticiens. Je pense qu'il faut blâmer les deux. Pour un exemple très simple, c'était, je pense, avant le Covid, j'étais à l'hosto, dans de sagesse, j'arrive en salle de chirurgie, la première chose que discute le toubib avec l'infirmière, à haute voix, login, mot de passe pour entrer dans l'intranet du service Stomato. Login, Stomato, mot de passe, Stomato. Je leur explique qui je suis, en leur disant que ça fera une super anecdote pour mes cours. Je ne pensais pas encore à une éventuelle table ronde en HEC, si j'avais su. Et qu'est-ce que je fais en revenant, en sortant du bloc opératoire? Je prends mon téléphone, je me connecte sur le Wi-Fi ouvert de l'hôpital. Donc là, on est plus dans le champ des informaticiens des services ouverts. Et je me suis connecté sur le service Stomato. Et j'avais accès au dossier de tous les patients. Donc d'un côté, il y a l'utilisateur à blâmer qui est de dire en salle d'op, tu ne vas quand même pas donner le mot de passe et le login pour accéder au dossier des patients. Et de l'autre, il y a le fait qu'il y a un Wi-Fi ouvert et gratuit, etc., tranquille dans l'hôpital. Donc je pense que là, la vérité n'est pas ailleurs, mais elle est un peu au milieu entre les deux. D'un côté, il y a une partie d'éducation qui est, premièrement, on fait un mot de passe raisonnable, un stomato, ça ne le fait pas. Deuxièmement, on ne discute pas ça tranquillement en salle d'op. Et troisièmement, au niveau des informaticiens, on fait en sorte qu'il n'y ait pas un Wi-Fi ouvert qui permette d'accéder à l'intranet de l'entreprise ou quoi que ce soit. Donc, je pense que la vérité est entre les deux. Il y a d'un côté, effectivement, le security by design, etc. Et ça, pour le moment, c'est encore très fort un mythe, dans le sens où beaucoup d'informaticiens qui sortent sur le marché sont totalement agnostiques de la sécurité, on ne va pas s'en cacher. On peut diplômer aujourd'hui des informaticiens qui ne savent pas ce que c'est un mot de passe, qui ne savent pas ce que c'est la sécurité, etc. Ce n'est pas un problème. Ce sont des informaticiens qui, face à un problème d'implémentation, iront chercher la solution quelque part sur Internet, Stack Overflow, la copieront telle qu'elle, avec tous les trous de sécurité qui vont avec. Donc ça, c'est un problème au niveau security by design informaticien informatique. Et à côté de ça, il faut expliquer aux gens que le mot de passe, c'est comme son numéro de carte bancaire, on ne le donne pas, et encore, il y a des gens qui le font. On n'utilise pas la brosse à dents de son voisin pour se brosser les dents, etc. Il y a une forme d'hygiène, si on veut, des deux côtés à mettre en place. Alors, mais c'est une histoire vraie. Très bien. Juste avant de prendre la question de monsieur, je voudrais faire réagir à Alexandre parce que là, il y a comme une affirmation forte, caricaturale ou pas, c'est un informaticien aujourd'hui qui sort de l'école ne connaît pas nécessairement le mot de passe. Ça m'a fait un peu bondir, mais c'est en fait, si je prends ce que je connais qui est l'Université de Liège, le cours d'intro à la sécurité informatique n'est pas un cours obligatoire. C'est un cours qui est obligatoire si on prend la branche sécurité réseau. Si vous allez en data science, si vous allez en intelligence system, vous ne touchez jamais à la sécurité. Et donc, la notion de mot de passe, de chiffrement, de machin, sans entrer dans des détails mathématiques, etc., juste simplement les notions qu'il y a derrière et l'importance qu'il y a, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Est-ce que du coup, Alexandre, est-ce qu'on n'a pas finalement des hackers de par le monde, puisque c'est quelque chose d'international, hyper pointus, des geeks hyper spécialisés, et puis les entreprises qui recrutent des informaticiens qui ne sont pas assez formés alors. Ça, c'est peut-être un autre problème entre l'éducation et la formation. On en parle beaucoup. Mais laissons l'éducation, l'awareness, on en a parlé, mais plus sur la formation, pour essayer de comprendre. En termes de formation, il y a peut-être plus à faire. On discute beaucoup actuellement avec des centres de formation, que ce soit Bicode ou Molenbeek. Ce sont des centres qui forment en fait des personnes qui sont en décalage en fait, au niveau de leur vie professionnelle, en décrochage plutôt. Et donc, ces personnes sont alors formées
à des technologies émergentes, que ce soit AWS, que ce soit la cybersécurité. Et après, hein, ils sont remis sur le marché. Donc 80% de personnes trouvent un job après. C'est assez extraordinaire. Donc en fait, on parlait d'une carence au niveau mondial. Je pense qu'il s'agit de 3,5 millions de cyberspécialistes qui sont... on a trop peu de 3,5 millions. C'est gigantesque. Donc je pense que là, il y a quelque chose à faire. Et nous-mêmes, enfin en tant que gens de conseil, on discute avec eux parce que, et vous avez raison, en sortant de l'université, quelquefois on manque de compétences indispensables à tout ce qui est, on a parlé de secure development, qui est pour nous, en tant que conseil, une chose indispensable. On ne peut plus imaginer un processus de mise en prod sans la couche sécurité, donc le DevSecOps. On ne peut plus imaginer ça. Donc, Si je poursuis peut-être Ouais, avec une analogie avec la voiture, parce que manifestement, elle a la cote. Donc, je vais. Bravo à Benoît. Parce que Je vais opposer. il y a des droits sans doute. Ouais, sur poser des droits. l'analogie. Il n'y a pas de droit d'auteur sur le code, mais là-dessus, c'est tout à fait possible. Les ingénieurs qui faisaient des voitures, quand on a commencé à industrialiser ça, la sécurité ne faisait pas partie de l'épure. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité, les enfants n'étaient pas obligés de s'attacher à l'arrière. J'ai encore connu ce monde-là. Et aujourd'hui, quand on voit l'industrie automobile, ce qu'elle injecte dans la sécurité de ses passagers, je crois qu'en fait, on vit un peu le même gap ici. On est au début de ce monde qui devient complètement informatisé de bout en bout. Et la sécurité a un train de retard quelque part. Mais je crois que c'est par des séminaires comme celui-ci, c'est en faisant augmenter la conscience, c'est en évidemment, j'espère, modifiant les cursus et en intégrant un certain nombre d'éléments que la société va, au fur et à mesure, prendre cette dimension-là de plus en plus dans ses process. Ça me semble une évidence, mais on n'en fera jamais assez pour rattraper le retard. Là, on est dans le creux de la vague. Alors, autre analogie qui a été utilisée, et je vais y revenir parce qu'on a un commentaire en ligne qui parle du recours à des ethical hackers pour tester sa cybersécurité. Donc l'analogie, c'est un peu le braconnier et le garde-chasse, hein, c'est avec les meilleurs braconniers qu'on fait les garde-chasse. Est-ce que ça, c'est quelque chose, je vais me tourner vers Laurent, est-ce que c'est quelque chose qui peut être utile d'avoir effectivement comme ça des gens qui sont passés du côté obscur au côté clair? Alors là, on a affaire à des spécialistes. Et ça, ce sont des spécialistes. L'ethical hacking, c'est une formation qu'on peut trouver en ligne aussi et on propose à nos informaticiens déjà pour améliorer leurs compétences dans ce domaine-là, surtout les développeurs. Et on essaye de le faire tous les 2 ans, voire une fois par an, d'engager une société avec une cible précise, parce que c'est très difficile de dire à une société, faites-nous un test de nous attaquer d'Internet. En gros, si le firewall fonctionne très bien, ils auront déjà quasiment aucun accès. Et donc, on leur donne des accès pour aller jusqu'à, dans certaines applications de l'université, essayer de détecter des champs dans lesquels on peut taper du code et voir comment l'application va répondre, etc. Donc, de se mettre dans cette position-là. Ça, c'est quelque chose, je pense, de très instructif, parce que d'une manière générale, c'est toujours lié ou intéressant d'avoir un autre regard. Celui qui a le nez dans le guidon ne voit pas ses propres erreurs par définition, et donc on aime bien cette approche-là. Très bien, donc ravi de voir que c'est déjà effectivement quelque chose qui est Mais mis en sachez place. qu'un pirate peut être un enfant de 15 ans qui télécharge un rootkit et qui suit une espèce de recette de cuisine sans quasiment rien y connaître en sécurité. Maintenant, on peut louer des ransomware. Hein. Pour $50, on va louer un ransomware sur Dark Web. N'importe qui, c'est le problème. Ça peut être justement un gosse qui va attraper à gauche, à droite un logiciel. C'est un jeu, hein. Et non, c'est rien à faire. Alors, je vois qu'on se rapproche déjà, mais il y avait une autre question. Je pense, monsieur, vous aviez levé la main. Une remarque. C'est peut-être aussi une réflexion additionnelle. Là où il y a le security by design, il y a aussi le privacy by design pour respecter tout ce qui est RGPD. Et là, on n'est plus dans des frameworks qui sont on accepte, on n'accepte pas pour se mettre en sécurité. Là, c'est la loi. Et donc, les sanctions, les pénalités sont quand même relativement importantes, puisqu'on parle de 4% du chiffre d'affaires, on parle de 20 millions d'euros. Et donc,
Je dirais qu'en termes de risque aussi, on ne peut pas tout protéger. Le fait d'avoir une approche basée sur les risques pour déterminer aussi là où on va mettre la feuille de route, déterminer les priorités, c'est quelque chose d'important. J'avais une autre question un peu dans le même sujet. Vous parliez tout à l'heure qu'une des mesures qui avait évolué, c'était les backups dans le cloud. Donc, dans le cloud, en général, c'est quand même les acteurs américains, AWS et Azure, etc. Et quel est un peu vos avis sur justement des backups dans le cloud quand on voit que le GDPR, c'est la position des Européens et puis finalement, on a quand même les lois américaines et les entreprises américaines qui sont régies par le droit américain. Et donc, est-ce que, si on revient à la définition de la sécurité de l'information, confidentialité, intégrité et disponibilité, est-ce qu'on peut dire que parce qu'on fait un backup dans le cloud, on est sécurisé? Peut-être pour préciser le chiffre, alors, évidemment, on ne s'est pas intéressé à quelle était la destination de ce backup, hein, mais bon, vous avez des sociétés wallonnes qui mettent à disposition des clouds privés. Ici, c'était vraiment la notion de backup à distance. Mais néanmoins, la question reste valable. Il y a sûrement des entreprises qui font ça chez des grands noms américains. Peut-être pour vous répondre, c'est que la majorité de ces grandes sociétés américaines font évidemment leur devoir à l'égard de la législation et proposent aujourd'hui des implémentations sur le sol européen qui respectent, en principe, les lois en la matière. Et par ailleurs, un dernier élément qui fait appel à de la crypto pour le coup, un backup normalement qui est crypté ne pose pas de difficulté. La clé se trouve chez le fournisseur. Oui, en général, on faut savoir ce qu'on la carte de banque. Vous allez pouvoir poursuivre la discussion, je n'en doute pas. Le fait est qu'il y a déjà une frustration, c'est qu'on arrive à la fin de cette table ronde. Et j'avais encore énormément de questions, comme vous vous en doutez. Mais en tout cas, c'était très riche. Merci aussi d'avoir posé vos questions, que ce soit à distance ou en présentiel. Pour terminer, j'aimerais, comme c'était prévu, faire un dernier rapide tour de table en vous posant une question très simple, qui est double. Quel est aujourd'hui pour vous le plus gros enjeu de la cybersécurité à l'heure actuelle? Et deux, pour une entreprise, pour les entreprises qui nous écoutent, quelle est leur taille, vous pourrez préciser, quelle est la recommandation numéro une selon vous, celle qui peut véritablement faire un changement? Laurent. Je dois commencer, donc j'ai moins de temps de réflexion que les autres, mais pas le juste. Alors moi, je reviens peut-être sur ce que je dis. Si j'ai une recommandation à faire, c'est de ne pas croire qu'il faut strictement des hyper spécialistes pour faire de la sécurité, que la plupart des informaticiens peuvent appliquer des mises à jour, des règles de bons mots de passe, de sécurité firewall et protéger un peu le réseau, segmenter, mettre à jour. Quand on voit le nombre d'entreprises qui ne l'ont pas fait, on peut se dire que c'est certainement à faire en premier. Ce n'est pas extrêmement pointu, mais ça prend du temps. Et il faut investir ce temps-là. Alexandre, l'enjeu numéro un et la recommandation numéro un du point de vue Capco. Je pense que le premier, aujourd'hui, c'est l'awareness. Je pense que c'est clair, il faut en parler, il faut comprendre les risques en entreprise. Et la solution, pour moi, c'est l'agilité. On a un peu parlé aujourd'hui, malheureusement, mais c'est travailler sur l'agilité des entreprises pour pouvoir justement mettre en route, adapter leur process à l'évolution des choses. Parce qu'aujourd'hui, les risques cyber sont un tel, demain, ce sera autre chose. Il faut pouvoir suivre ça de manière agile. Merci Alexandre. Stéphane? Moi, très simplement, je ne vais pas tellement m'écarter de ce qui a été dit. Considérer que c'est une nouvelle donne, prendre le temps d'y consacrer des ressources, externes, internes, peu importe. Parfois, un peu de bon sens, ça suffit, mais il faut avoir du temps, néanmoins. Et donc, c'est quand même une ressource. Et investir petit à petit pour se sécuriser. Ça ne sert à rien de devoir se sécuriser du jour au lendemain, mais c'est prendre ça dans son plan d'investissement et investir et augmenter son niveau de sécurité au fil du temps. Très bien.
Et enfin, créateur de l'analogie de la voiture, a remporté le droit de conclure. Benoît. Je rajouterai une ligne sur mon CV après. Voilà. Je suis sûr que ça impressionnera. Ma réponse aux deux questions est la même, c'est la formation. L'éducation, plutôt, au sens large. Donc, l'éducation des gens, des utilisateurs, l'éducation des informaticiens qui doivent se former toute leur vie, suivre l'évolution des choses, discuter de tout ça, et la formation dans les hautes écoles, dans les universités, etc. Je pense qu'avec une bonne éducation, on règle déjà pas mal de problèmes. Très bien. Eh bien, voilà qui fera aussi très plaisir à Sylviane Piette qui nous accueille ici à HEC Executive Education, puisqu'on termine sur le mot formation comme étant à la fois l'enjeu et la solution. J'aurais été le maître mot de la table ronde. Voilà. Eh bien, merci à toutes et tous. Merci à ceux qui nous ont suivis en ligne durant cette heure sur la pause de midi, qui ici va se poursuivre pour les participants, que j'invite tous, qu'ils soient participants dans notre public ou participants à la table ronde, à nous rejoindre autour d'un lunch. Donc, merci beaucoup. Table ronde qui sera de toute manière disponible par la suite pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de la suivre. Elle sera podcastée. Et eh bien, c'est avec grand plaisir qu'on vous donnera rendez-vous pour une prochaine session. Merci beaucoup.